Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui il sera question de Dr. Sleep. Dr. Sleep est le dernier bébé de la Warner qui, avec Joker, confirme sa politique de vouloir faire des films qui plaisent au plus grand nombre, mais avec un budget relativement limité. Avec 45 millions de dollars en poche, la mission de Mike Flanagan était simple: faire la suite du légendaire Shining de Stanley Kubrick. Je ne suis pas nécessairement un inconditionnel du film de 1980, par contre je suis un très grand fan de Mike Flanagan lui-même. De In Absentia à Haunting on a Hill House, je n'ai rien loupé de son travail et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis allé le voir pour la première fois sur grand écran. Et sur ce projet, il a même pu compter sur l'aide directe de Stephen King qui a retouché le scénario par-ci par-là. Un réalisateur génial qui a bossé avec un écrivain mythique, le tout sous l'égide de la Warner, qui est plutôt pas mal en ce moment, mais ça doit être un film génial, non? C'est compliqué. Et pourtant, comme à son habitude, Mike Flanagan a shortlisté l'intégralité du film en avance, étant lui-même un grand partisan de « on va tout faire en pré-prod ». À la manière d'un Harry Astor, il aime à ce que tous les détails techniques soient réglés avant le tournage, pour qu'une fois sur place, ses prises soient chirurgicales, de ses mots. C'est un mode d'organisation qui a le net avantage d'être très apprécié par les studios. Et bah oui, avec un plan d'attaque aussi précis, les producteurs savent que les dépassements de budget seront globalement minimes. Par contre, si l'intention de base est un tant soit peu bancale, on ne peut pas compter sur le génie créatif pendant le tournage pour rattraper le coup. Et là, on reviendra sur ce point plus tard, mais les intentions de Mike Flanagan sont un tout petit peu trop éparses pour arriver à faire tenir le film sur tout son long. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Flanagan a vraiment essayé de rendre hommage à la mise en scène de Stanley Kubrick, mais on y reviendra un peu plus tard, je trouve qu'il se l'est pas assez approprié, et surtout, il y a pas amené de beaucoup sa patte, ce qui est un peu dommage quand on demande à Mike Flanagan de faire quelque chose. Mais par exemple, il y a une reprise du gimmick de Stanley Kubrick des plans larges parfaits, c'est-à-dire que les éléments de la scène sont pile au centre, que ce soit un personnage, un objet, un véhicule. Donc il y a la reprise de cet élément de mise en scène. Il y a la reprise de cadrer les acteurs en plein pied, ce qui se fait plus beaucoup au cinéma. On a plutôt tendance, quand quelqu'un a quelque chose à dire, on le filme en portrait. Quand il est en train de faire une action, on le filme en plan pied. Mais par contre, le voir parler, discuter et se mouvoir en plan pied, c'est un truc qui est assez disparu. Mais par contre, contrairement à Kubrick, qui dans Shining avait choisi d'étalonner assez naturellement, on a ici un étalonnage vraiment film d'horreur, mais d'ailleurs film d'horreur un peu cliché. C'est-à-dire que dans les moments d'épouvante, l'étalonnage est sur une espèce de bleu glacial, bleu cyan, qui était original il y a 5 ans, mais qui aujourd'hui commence à faire un petit peu redondant. Et alors dans les scènes de jour, peut-être pour rendre hommage à Shining, je ne sais pas, mais alors c'est étalonné, mais alors comme sur une photo Instagram, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout peur dans les scènes de jour. Alors que Flanagan, un de ses gimmicks, c'est quand même de linéariser l'étalonnage pour que chaque scène, indépendamment les unes des autres, puisse potentiellement faire peur parce qu'elle est éclairée et pensée de la même manière. C'est-à-dire que Flanagan ne fait pas de différence entre une scène d'horreur pure où on sait que ça va faire peur et une scène de dialogue où peut-être que ça va virer dans l'horreur mais on ne sait pas. Là, dans ce film, globalement, dès qu'une scène commence, on sait si elle va devenir horrifique ou non. C'est assez attendu. Et alors dans ce film, il y a un outil que j'aime beaucoup et que j'aime tellement que j'ai essayé de reproduire dans ce cadre, c'est le fait que les lignes naturelles des objets recoupent les lignes du cadre. Et oui, en fait, les bords du quai sur lequel je suis ne recoupent pas tout à fait les lignes du cadre, j'ai vérifié avant, j'arrivais pas à faire une ligne parfaitement droite, mais par contre, ça crée des petits triangles plus ou moins isocèles, si j'ai bien pensé mon coup dans ces coins-là, qui en fait découpent le cadre de façon parfaite, entre guillemets. Isocèle. Parce que j'ai une tête d'isocèle, moi. Vous le voyez pas, mais le trépied, là, il est sur de la gadoue, le téléphone, il est un peu penché, donc on est un peu loin d'un cadre parfait. Mais dans l'idée, vous voyez que ces lignes ici du quai forment des lignes naturelles dans lesquelles, moi, en tant que sujet de ce cadre, je suis parfaitement cadré à l'intérieur. Oh oui, non mais d'accord, le gars, en fait, il se la raconte pas à moitié, hein. Mais toi aussi, t'es pas sur un point de force, là, maintenant? Sorcellerie! Know your ways, witch. You seek the warrior bathed in blood. Et donc il y a beaucoup de plans dans le film comme ça, où sans accentuer le cadre, juste en plaçant des objets, que ce soit des poutres d'une toiture, que ce soit une rang de voiture, un objet, etc. En fait, Flanagan, il arrive à coincer le personnage dans une ligne qui déjà l'oppresse, mais qui aussi va vraiment faire plaisir à la rétine, tout simplement. Après, justement, pour rester sur cette histoire de centrer, c'est un clin d'œil absolu à Kubrick, parce que Kubrick, il centrait quasiment tous ses plans. Ce qui donne un rendu très pur, très objet filmique parfait,
Mais ce qui, je trouve, à la longue, fait un peu fatigant. Parce que centrer le sujet, ça doit être un choix pas seulement esthétique, mais scénaristique. Il faut que le personnage il soit centré pour une raison. Mais là, le problème, c'est que tout est tout le temps centré. Du coup, il n'y a pas vraiment de sens à ce que ce soit centré. Du coup, ça devient centrer le personnage pour centrer le personnage. Par exemple, même les méchants du film sont centrés. C'est-à-dire que les moments où... comment elle s'appelle ? Celle avec le chapeau. Oh, je suis nul pour les noms, c'est terrible. Bref, quand celle-ci, elle médite sur sa caravane, bah elle est centrée aussi. Du coup, il y a un côté où on se dit, bah si elle est centrée, mais que son opposante, Abra, elle, je me suis souvenu de son nom, son opposante, elle aussi est centrée, il y a un côté où le cadre ne définit pas de personnalité pour les personnages. Ce qui est un peu dommage, vu que Flanagan, encore une fois, promis, je ferai une émission sur Flanagan parce que ce gars me passionne. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais wait, what now ? Flanagan, pour le coup, il a un travail du cadre et notamment de la netteté du point, où les personnages sont définis par rapport à leur rapport dans le cadre et dans la netteté. Par contre, il y a un travail de la caméra irréelle qui est absolument génial dans ce film. Il y a notamment un gimmick qui est marrant parce que je l'avais d'abord repéré chez James Wan, mais du coup c'est très agréable de le voir chez Flanagan parce que, pour ceux qui ne le savent pas, James Wan et Flanagan, c'est, à mon sens, c'est deux grands réalisateurs de l'horreur moderne. Et du coup, voir le gimmick de l'un être transféré à l'autre alors que je l'avais jamais vu, j'avais jamais vu ce transfert avant, c'est plutôt intéressant. Et c'est un gimmick qui est assez compliqué à expliquer, mais en gros, c'est le fait que le cadre suive parfaitement le mouvement de quelqu'un. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'acteur ne bouge pas, alors qu'il est objectivement en train de tomber, mais que le cadre autour de lui est en train de se mouvoir. Et c'est très intelligent d'utiliser cette mise en scène dans ce film, parce que, sans vous spoiler, il y a beaucoup de rapports au rêve et à l'onirisme, c'est très compliqué à dire ça. Oh là là, mais le gars il fait un featuring avec Oloris et il sait même pas dire onirisme. Non mais on va où là ? Et du coup, dans les rêves, on a une méthode de déplacement qui n'est pas celle normale. Donc du coup, au lieu de faire un personnage qui bouge de partout, un truc très shaky, eh ben Flanagan a choisi de faire une mise en scène très posée où le personnage est parfaitement fixe, mais où c'est le cadre qui va se mouvoir. Par exemple, toute la scène de méditation de cette méchante dont j'ai complètement oublié le nom repose quasiment que sur ça. Elle est extrêmement fixe alors qu'elle est en train de faire des kilomètres et des kilomètres en projection astrale, on va dire. Et ça donne vraiment un côté éthéré et mystérieux à cette scène, alors que c'est un truc qu'on avait déjà vu ailleurs, une projection astrale, ça se fait. Ouh, et ce qui est génial avec cet effet, c'est qu'on peut le réaliser en étant un gros geek et un cinéaste assez traditionnel en fait. Dans Upgrade de Leigh Whannell, cet effet est poussé très très loin et avec une technique très moderne. La caméra, rendue totalement libre par une monture gimbal à 360 degrés, est verrouillé sur un smartphone placé sous les vêtements de l'acteur. Ce qui fait que chacun de ses mouvements de torse notamment était suivi de façon complètement irréelle et à la nanoseconde par la caméra. Dans Dr. Sleep, l'effet est à peu près le même, mais mélange en fait des techniques assez modernes et les plus vieilles ruses du cinéma. La scène où Danny glisse vers le mur de sa chambre en est un très bon exemple. En fait, Ewan McGregor est tiré vers le mur par des câbles, pendant que la caméra se penche sur son axe. Les deux mouvements réalisés en même temps trompent notre perspective et on a réellement l'impression que c'est toute la salle qui se penche pour faire glisser l'acteur. Et pour ce qui est de la modernité, la CGI permet de crédibiliser le tout en faisant légèrement bouger les cheveux de l'acteur et en faisant tourner le paysage dans la fenêtre pour que la cohérence reste intacte. Alors je voulais absolument parler d'un gars qui a participé notamment à la pré-prod de ce projet, Terry Notary. C'est un chorégraphe et un cascadeur de motion capture qui s'est spécialisé dans l'animalité. C'est lui, par exemple, qui a travaillé avec Andy Serkis sur La planète des singes pour lui apprendre à se mouvoir comme un singe, comme un gorille, bref, à adapter son corps humain à un jeu simiesque. Et sur Dr. Sleep, il a été appelé pour aider les acteurs à appréhender leur décor, notamment ceux qui n'étaient pas là. Et oui, parce que ce fameux steam, qui est un élément scénaristique central, n'était pas physiquement présent sur le plateau. Face à ça, Flanagan avait un petit peu peur que les acteurs donnent l'impression de vapoter cette fumée invisible. Notary étant très habitué à travailler sur fond vert, il leur a appris à apprécier des objets de jeu qui n'étaient tout simplement pas présents. Et puis ce gars est juste absolument trop cool. Il est tellement cool, tiens, je vous laisse avec une vidéo de lui qui fait le chimpanzé. Et donc ça, c'est un de tes modèles ? Absolument. Ça explique beaucoup de choses. Pardon ? Alors maintenant on va passer au scénario, et alors c'est un peu compliqué parce que ce film n'a pas de mystère. Et le truc, c'est que dans un film d'horreur, ce qui est terrifiant, c'est le mystère, c'est le fait qu'on ne sache pas comment fonctionne la créature en face, comment fonctionne la menace. Donc souvent, dans les films d'horreur, le moment le plus crucial pour attraper son auditoire, et généralement là où sont concentrées les scènes les plus cultes,
et bah c'est sur l'acte 1, quand on découvre l'horreur et qu'on n'y est pas préparé. Alors que là, par exemple, le fonctionnement du Shining est extrêmement vite démystifié. Ce qui est pas mal ceci dit, parce que le premier film avait déjà pas mal débroussaillé, et ça aurait été chiant de reavoir du mystère sur un truc qu'on a déjà vu dans un film avant. Mais là, il y a un côté où, du coup, quand il y a des scènes d'horreur basées sur un utilisateur du Shining, quelqu'un qui shine, comme ils le disent, bah j'étais difficilement effrayé, parce que je me disais, bah je sais comment ça fonctionne, du coup je connais les limites de ce pouvoir et je connais les capacités de la personne d'en face à résister. Après il y a quand même du mystère, c'est-à-dire que le Shining n'est pas complètement dépecé de tout mystère et de toute mystique, il reste un côté un petit peu ésotérique là-dedans, mais qui devient trop fin à mon avis pour maintenir une horreur suffisante pendant tout le film. Et ensuite, en plus de ce manque de mystère, je trouve qu'il y a un manque de rythme, c'est-à-dire qu'en fait on a deux arcs narratifs, celui des gentils et celui des méchants très basiquement. Et le problème, c'est qu'à part attendre la fusion de ces deux arcs, bah on n'a pas grand-chose à accomplir dans le film. Enfin, les personnages n'ont pas grand-chose à accomplir. C'est-à-dire que les méchants agissent plus que ceux qu'on suit, en fait, que les protagonistes. Donc bon, c'est sympa de voir Obi-Wan Kenobi aller aux alcooliques anonymes, mais il y a un côté où on tourne assez vite en rond, et la décision du héros de s'impliquer dans l'histoire arrive très tardivement, vraiment à la toute fin de l'acte 2, ce qui fait que, au début, on sait pas trop sur quel pied danser. Flanagan lui-même dit que le film n'a pas été pensé comme étant un film d'horreur. Mais promis, on y revient tout de suite après. Le problème de fond, c'est que ce film n'a pas été bien pensé tout court. Et de cette erreur découle ce rythme qui n'est pas seulement mou ou lent, mais qui est surtout pas sûr de lui en fait. Pour revenir au Shining et sur son côté ésotérique comme qui est maintenu, il y a une super idée, c'est qu'en fait les gens qui n'ont pas beaucoup de Shining, enfin pas assez pour être conscients de leur pouvoir, l'ont de façon indirecte. Il y a un exemple dans le film qui est mignon, c'est un des gars qui possède le Shining qui dit, par exemple, les gens qui vont acheter des fleurs à un ami avant d'aller le voir, et cet ami va mal. Bah, c'est un petit hasard, on a essayé de lui faire plaisir alors qu'on savait même pas qu'il avait besoin d'attention à ce moment-là. Donc voilà, je trouve ça plutôt stylé que le Shining ce soit ces petits hasards de la vie, c'est une jolie métaphore je trouve. J'en viens à ma critique principale, qui est que le style de Flanagan est quasiment invisible dans ce film. Alors, comme je l'ai dit un petit peu avant, je pense que je vous ferai une émission un petit peu spéciale sur Mike Flanagan, parce que je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés en ce moment, bon, notamment parce que j'aime beaucoup l'horreur, mais aussi parce qu'il a vraiment un sens purement cinématographique de comment on fait passer une image, et lapsus, un message via une image. En fait, à mon avis, en termes de mise en scène, Flanagan, il a été placé devant cette commande. C'est que d'un côté, on a la Warner qui veut un film populaire, un film qui peut attirer des millions de personnes, donc ils veulent pas un film d'auteur, justement ils veulent pas un film d'horreur trop auteur. Du coup, ils veulent un cadre assez net et assez précis. Ce qui, comme je vous l'ai dit, ne se ressent pas dans le rythme du récit. Le récit est assez original, mais par contre là où ça se voit beaucoup trop, c'est sur le rythme des jumpscares. Ils sont tous extrêmement prévisibles, j'ai été surpris par aucun d'entre eux, et surtout par cet étalonnage que j'ai détesté. Tout simplement parce que c'est l'étalonnage le plus banal possible au cinéma, c'est l'étalonnage où les couleurs froides sont bleues et les couleurs chaudes sont oranges. C'est pas exactement comme ça qu'on étalonne, nous. Oui, mais pour nous, le choix des couleurs a été dicté par une envie d'une immersion chromatique cognitive dans la psyché profonde d'un ego palimpeste qui interroge notre devenir-être et notre pouvoir aimer. Faut que t'arrêtes de lire des livres de cinéastes français, tu sais. Je sais, mais leurs phrases passent tellement bien en société. Et le problème, c'est que quand dans une scène de tension où tout est froid, tout est sombre, tout est obscur, on a d'un coup une bougie qui éclaire mais d'un rouge pétant, ça fait complètement sortir de la scène, parce que cette bougie, elle a rien à foutre avec cette lumière-là. Justement, encore une fois, je vais essayer de pas trop rentrer dans le fond de la mise en scène de Flanagan, mais il a tout un travail de la lumière, où même la lumière paraît oppressante, en la rendant par exemple très très blanchâtre. Pareil, au niveau du montage, ça se voit beaucoup. Par exemple, il y a toute une scène où un méchant raconte une histoire qui fait peur. Et généralement dans un film d'horreur, c'est génial d'avoir une scène où quelqu'un raconte une scène qui fait peur, parce que tout est basé sur le jeu d'acteur et sur la lenteur de la mise en scène, et là c'est surcuté. Là on a le plan sur le gars qui raconte l'histoire, on a le plan sur Abra qui écoute l'histoire, on a un plan entre les deux pour montrer que le gars il parle dans une voiture, du coup on le voit se retourner. Donc 3 plans
Pour raconter une histoire, c'est beaucoup trop. Dans ce genre de mise en scène, il faut être beaucoup plus calme, etc. Et là, ça change de plan toutes les 5 minutes. Et la musique s'arrête jamais, par exemple. Ça, c'est une preuve, je trouve, que le film n'arrive pas à se poser, c'est que sa musique ne s'arrête jamais. Alors que les moments les plus tendus dans un film d'horreur, c'est quand il n'y a pas de musique. Quand même la mise en scène nous abandonne en disant « Bah écoute, démerde-toi, là tu vas avoir peur ». Le deuxième pôle qui a dû bien emmerder Flanagan, et en même temps c'était un pari à se relever, c'était le côté respect de Kubrick. Comme je vous ai parlé, avec tous ces cadres très fixes, ces plans larges. Alors c'est plutôt inspiré, Flanagan à mon avis, il s'est bien marré avec cette mise en scène là, mais on sent que c'est quand même très fonctionnel en fait. Et c'est là qu'on en revient à notre « c'est compliqué » de tout à l'heure. À la base, le projet Dr. Sleep était une adaptation du roman de Stephen King du même nom, qui faisait lui-même suite au roman Shining de ce monsieur King. Sauf que le film de Kubrick et le livre de King sont radicalement différents sur plusieurs points. Certains personnages meurent dans l'un alors qu'ils survivent dans l'autre, plusieurs arcs narratifs, notamment celui de Jack Torrance, sont modifiés dans leur fond. Bref, le projet Dr. Sleep en film devait donc être l'adaptation du livre de Stephen King et une sequel au film de Kubrick. Vous la sentez l'équation à 12 inconnus là ? Et dans toutes les interviews, ça se voit que Mike Flanagan est un fan absolu de King, mais que niveau Kubrick, bon, il l'aime bien d'un point de vue esthétique, mais pas plus quoi. Il n'arrête pas d'expliquer qu'il adore comment King construit ses personnages, comment il leur fait traverser des épreuves horribles, mais comment il compense avec des arcs de rédemption et une chaleur humaine à nul autre pareil. Ce que Kubrick déteste. Là où Kubrick voulait un Jack Torrance sans une once d'humanité qui est capable de massacrer sa famille sans même y penser, King insiste sur le fait que Jack Torrance retrouve son humanité à temps pour sauver son fils à la fin du roman. On a donc notre Flanagan qui doit rendre hommage à un auteur chaleureux qui écrit des arcs de rédemption puissants, et un cinéaste qui pense que le monde est peuplé de salauds. C'est impossible. Et la division est assez claire, les personnages, leur écriture, leur arc narratif, la direction d'acteurs, tout ce qu'on pourrait lier globalement à l'héritage de King est irréprochable. Mais la réalisation, souvent, est forcée, les lumières sont terriblement plates, et le rythme reste assez bordélique. Attends, t'es en train de dire que Kubrick c'est un réalisateur chiant avec une esthétique formaliste et aucun sens de la lumière ? Oh dear, we are in trouble. Et je veux dire, toute la scène de fin qui se passe dans l'hôtel, hein, les bandes annonces avaient quand même bien vendu ça, pour moi c'est un vrai rendez-vous manqué. Parce que d'un côté, on a des plans qui ont vraiment cette espèce d'âme kubrickienne, on va dire, dans la longueur, des plans qui sont très longs, des travelling où on sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, c'est ça un petit peu cette espèce d'esprit Kubrick, du plan, de cette espèce de cut parfait où on se dit le plan il aurait pas pu durer une seconde de plus ni de moins. Donc ce mélange de cette espèce de pureté de mise en scène et le sens de l'angoisse de Flanagan, pour moi, ça aurait dû être une séquence d'horreur absolue. Et au final, vu que le reste du film oscille entre un rythme qui est pas très clair, une banalité dans certains moments de mise en scène, et des personnages qui savent pas où ils vont, cette séquence, elle m'a pas trop marqué. Pourtant, c'est la meilleure séquence du film, hein, le moment où McGregor va dans l'hôtel pour faire des trucs, on va dire, je vais pas trop vous spoiler, et où il est tout seul, et on retrace vraiment tout ce chemin que son père a fait avant. Ça marche, il y a un truc qui marche, il y a vraiment une âme du film qui vit ici, mais qui vit que dans cette séquence. Donc c'est un peu con, c'est-à-dire qu'on a quand même tout un film où son âme est un peu palote, alors que pourtant il est courageux. Parce que ça c'est vraiment un truc qu'il faut donner au film, c'est qu'il est courageux, il ose ne pas se reposer sur les acquis de son prédécesseur. Et ça c'est vraiment un truc que j'avais peur en allant voir le film, c'est qu'ils allaient se baser que sur l'aura du premier et rien faire de nouveau. Alors que là il y a de l'innovation, mais qui à mon avis a été trop comprimé entre plein d'exigences de la Warner qui étaient impossibles à faire pour Flanagan. Donc globalement, si je devais résumer ce film, je dirais rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué parce que Kubrick, je suis pas très fan de sa mise en scène, mais j'admets quand même qu'il met une ambiance qui fait pas du bien. Et Flanagan, pour moi, c'est un des gars les plus doués en termes de cinéma d'horreur, et j'espère de cinéma tout court. J'aimerais bien voir ce qu'il fait au-delà de l'horreur d'ailleurs. Mais c'est un cinéaste extrêmement doué, et le mélange de ces deux univers, pour moi, ça aurait dû être vraiment une belle rencontre de cinéma. Et au final, c'est pas un pétard mouillé non plus, faut pas abuser. Mais c'est pas à la hauteur de ce qu'aurait pu être ce rendez-vous. Avant Dr. Sleep, Flanagan avait réalisé 2 adaptations de Stephen King, Gerald's Game et Haunting on a Hill House. Il est donc peu probable que la Warner cherchait un yes man sans vision. Mais Flanagan, il a jamais bossé avec des immenses boîtes de prod hollywoodiennes telles que la Warner. Donc il est possible que Flanagan ait trop cherché à répondre aux exigences contradictoires des studios, ce qui donne au film un aspect un peu zombie boiteux.
Le film n'a à ce jour pas rencontré un très grand succès. Il a peiné à atteindre 30 millions de recettes, ce qui le rend monstrueusement déficitaire. Le budget total est de 45 millions, donc on pourrait se dire que 15 millions dans l'industrie hollywoodienne ce n'est pas grand chose. Mais c'est oublier les frais de communication qui correspondent souvent à un tiers du budget total de la production et qui n'est généralement pas bien communiqué. Le Business Insider souligne que l'audience jeune, terreau premier des films d'horreur, n'avait pas forcément de lien affectif particulier avec Shining. Le film d'origine a 39 ans. Même avec une filiation claire entre Shining et Dr. Sleep, c'est finalement assez normal que l'engouement général soit plutôt mou. Je pense que ce projet a en fait souffert de sa filiation forcée avec Kubrick. Flanagan est très certainement le meilleur réalisateur possible pour une adaptation de Stephen King moderne en grand écran. Par contre, pour rendre hommage à Kubrick, c'est pas tant son truc que ça. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut mettre le petit pouce en l'air, partager à vos compères et laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode que je vais aller tourner de ce pas. Ciao tout le monde. Et du coup, elle sort quand l'émission sur Flanagan? Par les poils numériques de la barbe de Thanos, c'est vrai qu'il avait promis ça. Panda! Ah bon, non, sire. Prépare les moteurs, nous allons voir Red de l'autre côté. On a une augmentation de budget ou quoi? Non. Mais nous avons le hors-champ et tu es extrêmement doué pour faire des reaction shots. Qu'est-ce que... Quoi? Hein? Mais t'es... Oh, il me fatigue. Pleine puissance, monsieur Panda.